J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les gens qui, à un moment de leur vie, osent suivre leur propre voie au lieu du chemin tout tracé. Je m'appelle Joanie Lacroix et j'accueille ici des gens qui ont décidé de faire partie de la solution pour créer un monde meilleur. Des rencontres pour vous inspirer à faire briller votre lumière et vous éveiller à votre pouvoir intérieur. Je crois profondément que nous avons tous quelque chose d'unique à apporter au monde. Et je suis convaincue que notre vie devient riche de sens lorsqu'on partage notre magie. C'est notre plus belle contribution parce que chacun de nous peut changer le monde à sa façon. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Pastel Fluo. Bienvenue au deuxième épisode du podcast de Pastel Fluo. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir David Côté, un entrepreneur passionné, visionnaire, qui change vraiment le monde à sa façon dans l'industrie alimentaire. Mais avant d'entamer cette belle conversation avec lui, et très riche, j'en suis certaine, je veux vraiment prendre le temps de remercier mes commanditaires sans qui le podcast, en tout cas du moins dans sa forme actuelle, serait vraiment pas possible. Donc, je veux prendre le temps de remercier la Shop Studio. Présentement, on est à la Shop Studio pour enregistrer. C'est un studio initialement de post-production sonore, donc autant pour la publicité, pour le corpo, pour la télé, pour l'enregistrement de voix, et pour les musiciens aussi qui viennent enregistrer des albums. Et Yann Veillette, qui est un ami, m'a proposé de partir un service de production clé en main pour les podcasts. Et moi, ça la donnait que mon petit bébé, comme vous savez, elle a 6 mois. Donc, je voulais pas me casser la tête à m'occuper de toute la technique des podcasts. Et quand on a pensé joindre nos forces et de proposer un podcast ensemble, j'étais tellement contente. Et pour ceux qui le regardent sur YouTube ou en tout cas sur Instagram, vous verrez des extraits. Le décor est tellement beau et l'équipe est tellement humaine. Je capote. Alors, je vais vraiment prendre le temps de dire un gros merci à la Shop Studio. Vous pouvez les suivre sur Facebook, sur Instagram, la Shop Studio. Mon deuxième commanditaire, c'est une précieuse collaboration que j'ai depuis janvier 2021 avec Rose Bouddha, une entreprise éthique, autant dans la façon qu'ils traitent les gens, leur conscience des gens qui travaillent pour cette entreprise-là et leur conscience de la planète aussi. C'est une entreprise très éco-responsable et ça fait du bien parce que c'est comme un coup de revers à la fast fashion et ils nous montrent vraiment qu'on peut faire les choses autrement dans l'industrie des vêtements. Donc, pour vous donner des exemples, le chandail que je porte actuellement, il est fait de Tencel. Donc, c'est vraiment un chandail fait en circuit fermé. Ça prend beaucoup moins d'eau et il n'y a aucun produit chimique qui sont relâchés dans l'environnement. Les fibres du chandail sont faites à partir d'écorces. Donc, c'est des écorces d'arbres qui poussent, qui ont une croissance rapide, donc qui se régénèrent aussi très rapidement, qui prennent beaucoup moins d'eau. Et ces écorces-là sont transformées en fibres à l'aide de produits. Et ces produits-là, encore une fois, prennent moins d'eau aussi. Et c'est avec ça qu'on peut vraiment tricoter le tissu qui va servir des vêtements. Et ce qui est intéressant, c'est que les produits qui sont utilisés dans la transformation des fibres, ils peuvent vraiment être utilisés à l'infini. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'énergie. La fibre, elle est très résistante, donc ça fait en sorte qu'on ne jette pas notre linge tout de suite, ce qui arrive souvent dans la fast fashion. Donc, notre linge a une belle durée de vie. Puis, en plus, la fibre, étant donné qu'elle est naturelle, le vêtement, il est biodégradable. Donc, il y a vraiment l'empreinte environnementale, elle est nulle. Mes leggings, les Rose Bouddha est surtout reconnue pour ses leggings tellement confort et tellement beaux, sont faits à partir de bouteilles de plastique recyclées. Donc, à peu près 10 à 14 bouteilles de plastique par pantalon. Et depuis leur début, Rose Bouddha a récupéré près d'un demi-million de bouteilles de plastique qui étaient enfouies dans les dépotoirs ou dans les océans. Alors, merci Rose Bouddha de me permettre de faire ce podcast-là et de me permettre d'être aussi confortable quand je fais mes entrevues. Alors maintenant, le moment tant attendu, je suis avec David. David qui est un entrepreneur multi-passionné. Moi, je t'ai connu du temps de Crudescence, en fait. Tu avais un restaurant. Ça date. Tu avais un restaurant sur Rachel, un restaurant de cru, alimentation vivante.
J'ai 2-3 de tes livres de recettes aussi. Ah oui. Je suis une bonne fan. Ouais, Excellent! ouais. Puis, par la suite, t'es parti Rise Kombucha. Puis maintenant, t'es à la tête avec ta copine de Loop Mission. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler d'entrepreneur, mais j'ai envie qu'on recule un petit peu plus loin. Au niveau de David adolescent, David enfant. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que tu as tout le temps eu cette vision-là de changer le monde? As-tu tout le temps su que c'était ça que tu voulais faire dans la vie, partir des business puis transformer les choses quand tu étais enfant, quand tu étais ado? Pour répondre à ta question, je peux te dire que mes parents l'ont vraiment pas eu facile avec moi. Tu sais, j'étais le 4e fils fait que le 4e gars que mes parents ont eu, puis j'étais le perturbateur de la famille un peu. C'était que dès que j'avais la mémoire de me souvenir, là, vers 5-6 ans, là, je savais que j'étais comme un mouton noir un petit peu. C'est étrange, hein, mais fait qu'à l'école, j'étais lui qui écoutait pas d'un cours, qui dérangeait, qui se rebellait tout le temps. J'aimais vraiment pas le statu quo, puis j'ai jamais compris l'autorité, fait que souvent, j'étais un peu un rebelle dans l'âme, en fait. Tu questionnais? Puis, je m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais quand je regarde mon passé, je suis comme, j'étais vraiment, j'espère que mes enfants seront pas intenses comme moi, parce que j'étais vraiment intense, tu sais, je questionnais tout le temps. Puis j'avais envie, à ma façon, de changer le monde un peu, de basculer le statu quo, surtout, en fait. C'est ce qui me dérangeait le plus. Mais ce qui était étrange, c'est que j'avais vraiment des bonnes notes à l'école. Tu sais, fait que mes parents, ils pouvaient pas... Mes parents reçoivent des appels des professeurs à toutes les semaines, là, littéralement, parce que je dérangeais ou quoi que ce soit, mais j'avais tellement des bonnes notes que mon père, au téléphone, il disait toujours au professeur, il y a comme des 100% dans presque tout. Fait que j'ai de la misère à lui dire d'avoir la discipline, parce que, je veux dire, je peux rien faire, tu sais. L'attente des parents, c'est que son enfant, il soit bon à l'école, puis il étudie, tu sais. Fait que j'ai confronté beaucoup ma famille, en fait, avec ça. Ah ouais, j'imagine. Mais en même temps, tu vois, je t'écoute parler, puis ça m'étonne pas, parce que je me dis, pour être un entrepreneur, comme tu l'es actuellement, tu fais bouger, justement, les choses actuellement. Fait que ça m'étonne pas que tu étais un enfant comme ça. c'est devenu ta force. Oui, exact. Oui, absolument. Absolument. Moi, j'ai quitté à l'âge de 16-17 ans, puis je suis parti en voyage pendant 8 ans. Puis je savais pas que j'allais partir une entreprise, en fait, vraiment. Je savais même pas ce que je voulais faire. Puis moi, je voyais toutes mes amis aller à l'université, quand on finissait le cégep au Québec. Il y a le cégep qui est un peu l'entre... il y a pas ça partout, là. Il y a surtout ça juste au Québec, en fait, l'entre-université. Puis tout le monde se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, ça va être quoi ma carrière? Tu sais, puis moi, quand j'étais jeune, je voulais faire du cinéma. Je voulais réaliser des films, tu sais, pour dénoncer des choses qui se passaient dans le monde, en fait. Tu sais, c'est ça que je voulais faire. Fait que, étrangement, quand j'avais 16-17 ans, mes amis à l'université, mais moi, je savais plus trop dans quoi je voulais étudier. J'avais aucune idée c'était quoi que j'allais faire dans le monde. Puis, je pense que toutes mes années de voyage, j'avais aucune idée que j'allais partir une entreprise. Je pensais que je voyagerais toute ma vie, en fait. J'ai une difficulté énorme à me voir dans le futur. Puis la plupart des gens nous demandent toujours où est-ce qu'on se voit dans le futur. La plupart des gens nous disent qu'on a besoin d'avoir une vision claire à long terme de nous-mêmes, où qu'on veut aller. Quand que je rencontre des banquiers ou des investisseurs ou des subventionnistes, ou bien quand je remplis des trucs de concours, on veut toujours savoir où tu te vois dans 5 ans. Ouais. Je n'ai aucune idée où je suis dans 5 ans. Puis encore aujourd'hui, je sais pas où je suis dans 5 ans. Parce qu'on dirait que je suis pris par ce que je vois, ce qui me semble évident, puis je rentre dedans à fond. Puis tant que je trippe, je reste là, en fait. Mais tu vois, je trouve ça merveilleux parce que j'avais une conversation pour un de nos documentaires avec Frédéric Laloux, que tu connais peut-être. Oui, un peu, oui. De nom, du moins. Exactement. Puis lui, il me disait justement, il dit, tu sais, la vision, là, il dit, finalement, là, c'est pas ça qui est important. Il dit, le plus important, c'est vraiment de laisser la vie, d'écouter ce que la vie veut faire avec toi, à tout moment. Puis après ça, la vie va t'amener à différents endroits. Fait que lui, il venait déjà comme brasser un petit peu la cage au niveau business, justement. Intéressant. Oui, mais ça me fait penser à ça, en tout cas. Mais c'est drôle, je me reconnais beaucoup dans ton parcours parce qu'après le cégep, moi aussi, je savais pas quoi faire. Puis je me suis dit, tant qu'aller à l'université en communication ou en un domaine que finalement, je vais faire 1 an, puis je vais revenir, je vais aller en voyage aussi autour du monde. Fait que je suis partie. Ça, on se comprend. Ouais, je te comprends. Ça a été la meilleure école de la vie. Même après ça, je me disais, tu sais, même pour négocier, je me rappelle quand j'ai négocié en Israël, après ça m'a aidé à négocier comme productrice. C'est clair. T'apprends d'autres choses aussi en voyage. Oui, 100%. Les voyages, c'est ça qui te forme, puis il y a plein de choses qui forment de tout, en fait. Tu n'es pas obligé de partir en voyage pour te former en quoi que ce soit, mais pour moi, vu que je savais pas quoi faire, c'était la meilleure chose que je pouvais faire, inévitablement. Puis tu sais,
naturellement, la raison que je suis revenu m'installer au Québec, c'était pour partir une entreprise. C'est parce que là, je me suis dit, OK, là, j'ai une vision. Là, je sais ce que je veux faire. Je veux partager la santé aux gens. J'avais découvert l'alimentation saine. J'avais fait des longues randonnées en mangeant cru. J'avais trouvé des commanditaires, etc. Puis je me suis dit, je vais aller à Montréal, puis je vais partir une business. Puis j'avais pas d'argent. J'avais pas fait mes impôts depuis 8 ans. J'étais off the grid complètement. J'ai cogné à la porte de ma banque, qui est la SIBC. Mon compte en banque était dans le rouge. J'étais sur la marge. J'avais moins 3000 sur la marge. Ah ouais? Puis j'ai rencontré la banquière qui s'appelait Liette. Puis elle a ouvert sa petite porte en verre. Puis j'avais des rastas à ce moment-là. Puis elle était comme... Tout pour donner confiance. Ouais, non, vraiment. Puis elle était comme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis j'ai dit, c'est bonjour Liette, j'ai besoin de 300 000 $. C'est carrément ça que j'ai dit. Puis elle était comme, OK, ben là, il faudrait qu'on regarde tes affaires. T'as-tu de l'argent? J'étais comme, non, j'ai pas d'argent, mais je vais ouvrir un restaurant cru. Puis elle pensait vraiment que j'étais un fou, là. On est en 2007. 2007. Ah non, c'est ça. C'est un restaurant cru. Non, elle me prenait pour un fou, en fait, vraiment. Mais elle était assez sympathique pour voir que j'avais les yeux qui pétillaient quand je parlais de mon projet. Ça me passionnait. Ouais. Puis elle a dit, ben, il y a des concours entrepreneuriales, il y a des places que tu peux écrire un plan d'affaires qui vont t'aider. Ça peut être subventionné. Tu sais, appelle-là parce que nous, on va pas te prêter d'argent. Il n'y a aucune chance. Puis elle va faire tes impôts, tu sais. Wow. J'étais comme, OK. Puis j'ai commencé comme ça. Puis Mathieu, qui voyageait autant que moi, que j'avais rencontré à Hawaï. Mathieu Galland, il habitait sur mon divan, il faisait du couchsurfing chez nous. Il était entre 2 voyages. À Hawaï? Non, ici, à Montréal. OK, à Montréal, OK. Puis j'y parlais de mon projet. Puis lui, il faisait du kombucha, il tripait sur le thé fermenté. Il en faisait chez nous. Puis moi, je connaissais pas ça. Puis je trouvais que ça fitait avec mon alimentation que je voulais partager au monde, qui était l'alimentation vivante. Fait qu'on s'est associés, en fait. J'ai dit, OK, je vais t'aider à faire le kombucha, puis tu vas m'aider à faire des recettes pour monter le projet. Puis c'est le même que c'est parti, en fait. On a rempli des concours, puis c'est parti. Puis dis-moi, l'alimentation vivante, dans le fond, ça a commencé en voyage. Ouais. C'est là que tu as découvert ça. Exact. À Hawaï. Exact. Puis, c'est commun. Moi, j'ai jamais été à Hawaï. Je fais Okay. plein de pays, mais j'ai pas été à Hawaï. Moi, je voyageais, je plantais des arbres en Colombie-Britannique. Je travaillais pendant 2 mois, puis je faisais assez d'argent pour voyager le reste de l'année. Fait que je travaillais 2 mois, je voyageais 10 mois. C'était quand même un bon deal. Ouais. Quand même. Puis quand il me manquait d'argent en voyage, je faisais du WWOOFing, qui est Willing Working on Organic Farm. C'est une abréviation. Ouais. En gros, tu travailles sur une ferme biologique en général, puis tu reçois de la nourriture, puis tu peux être payé un peu en échange, puis un toit au-dessus de ta tête, puis t'es content. T'es logé, nourri, en gros. Fait que je voyageais comme ça. Puis j'ai abouti à Hawaï, que j'aimais beaucoup. Puis tous mes voyages, je faisais beaucoup de randonnées. Je faisais des longues randonnées de 3, 4, 5 mois de temps en survie en forêt. Puis tout seul? Avec avec des gens. J'avais toujours un partenaire. La première fois, c'était avec mon frère. Une fois, c'était avec ma copine. Une autre fois, c'était avec un ami. Je faisais jamais ça tout seul. J'en revenais du monde dans mon trip. Ouais, parfait. Puis à Hawaï, j'ai découvert l'alimentation vivante, en fait. T'sais, souvent, dans ces randonnées-là, tu manges des bar Mars, des Snickers, du craft dinner. Tu manges de la bouffe qui pèse pas lourd, mais qui a beaucoup de calories, que tu peux traîner dans un sac à dos pendant longtemps. OK. OK, tu mangeais pas des fourmis, là. Non, c'est non. pas la survie en forêt. Pas cette fois-là, okay. En tout cas. Pas cette fois-là. OK. Puis, j'ai hâte d'entendre la prochaine. Ouais. Puis à Hawaï, j'ai découvert l'alimentation vivante. Puis je travaillais sur une ferme biologique où est-ce qu'il y avait de tout, en fait. Puis je m'étais donné le défi de manger de mon vélo. Puis j'avais un vélo stationnaire qui faisait des smoothies dans mon petit camping. Ah ouais? Fait que je me suis dit, je vais manger de la ferme pendant 1 mois pour voir comment je me porte. Puis j'ai tellement trippé, puis j'avais tellement d'énergie que je me suis dit, wow, j'ai envie de partager ça. Puis j'ai envie de l'essayer en faisant une randonnée, en fait. Fait que c'est là que j'ai écrit à plein de commanditaires, à plein d'entreprises. C'est là que j'ai vu que si tu demandes rien, t'as rien dans la vie. Mais si tu demandes quelque chose, ben, il y a une chance que tu l'aies. J'ai eu toute la bouffe payée, j'ai eu genre 3 paires de bottes, des bâtons de marche, un sac à dos, des tentes, tout donné par des entreprises à qui j'ai écrit mon projet, en fait, puis ils m'ont commandité comme ça. C'est fou quand même, hein? Wow! Fait que, mais t'as tellement raison. D'oser demander. Ouais, il faut demander, carrément. Puis c'est là, ça, je l'ai appris en tabarouette cette fois-là. Dans mon broken English, que je parlais pas vraiment bien, surtout en écrit. Ah ouais. Puis les compagnies m'ont quand même répondu, tu sais. Fait que j'ai parti de la frontière du Mexique jusqu'au Canada. J'ai fait ça avec ma copine dans ce temps-là. Puis on a marché presque 5 mois. Désert, neige, forêt, tous les types d'environnement, en mangeant comme ça. Puis c'est dans ce voyage-là que je me suis dit, je veux vraiment partager ça au monde. En fait. Ouais, puis je trouve que ça vient aussi, tu sais, des fois, il y en a qui vont dire, ah, tu vas manquer d'énergie si tu manges juste, si tu manges pas de viande, tu sais, il y a comme ce mythe-là, mais finalement, de marcher pendant 5 mois en mangeant. Ouais, exact. Puis je voulais briser ce tabou-là, justement, ce concept-là. Puis moi-même, je l'avais, ce concept-là. J'étais il y a des protéines que je vais faire. Ouais. Mais puis je me suis juste dit, let's go, on essaye, tu sais. Puis ça marche pas, c'est pas plus grave que ça. Ouais. Puis c'est la première randonnée que je faisais de ma vie que je perdais pas de poids. Parce que en général, tu dépenses tant d'énergie que tu perds du poids, peu importe ce que tu manges.
que je perdais pas de poids, que j'avais de l'énergie encore au camp le soir. C'est là que j'ai fait mes plus grandes distances en une journée. J'étais vraiment en feu, là. C'était comme une révélation pour moi, en fait. Puis la santé, ça a-tu toujours fait partie de ta vie ou là, c'était nouveau que tu... Oui, quand même. Mais tu sais, mon père est médecin, ma mère est infirmière. Fait que je veux pas la santé clinique qui faisait partie de ma vie, ouais, absolument. Ouais. Puis ça fait que ça faisait partie de ma famille, ouais, de se soucier de ça. J'ai grandi quand j'étais jeune en forêt aussi. Fait que on allait cueillir des champignons avec mon père. Puis la nature était mise de l'avant pas mal. Fait que il y avait toujours ça dans mon background, en fait. OK. Puis là, t'es revenu... En fait, là, t'as eu cette idée-là de partir un restaurant. Ouais. Puis là, t'es revenu au Québec. Oui, puis on est parti Cru d'Essence, ouais. qui était vraiment de la livraison porte-à-porte à vélo que je faisais avec ma glacière que j'avais acheté sur Craigslist. Non, mais on n'avait pas d'argent. J'avais $0, fait qu'on ne pouvait pas ouvrir un restaurant. Personne ne voulait me signer un bail de toute façon. Fait qu'on a commencé en faisant de la livraison à vélo. Puis je râlais sur les rues de Saint-Denis, Mont-Royal, tout ça. Puis je rentrais dans les entreprises avec ma glacière. Puis je disais, voulez-vous m'acheter de la nourriture vivante? Puis c'est de même que ça commençait. Puis il y a un client qui m'a dit, t'as-tu des cours de cuisine? Puis j'ai dit oui. Alors, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, il m'a demandé combien ça coûte. J'ai dit, c'est 150$ par personne. Puis, il a dit, ben, je vais donner ça à tout le monde pour Noël. Fait que j'ai commencé à donner des cours de cuisine avec Mathieu. Puis, on a ouvert une école de cuisine. Puis, ça a grandi, tu sais, après, en 8 ans, on est devenu 120 employés. On avait une école de cuisine, 6 livres. Oui, puis 7 ou 8 adresses de resto versus bar à jus, du prêt-à-manger des épiceries. Puis, une compagnie de kombucha qui s'appelle Rise Kombucha, qu'on a fait en même temps. Qui avait 75 employés aussi après 8 ans. Oui, bien là, c'est ça. Rise Kombucha est arrivé. Vous êtes pas mal les pionniers, en tout cas, du moins dans le kombucha au Québec. Là, on était chanceux, il n'y avait personne qui faisait ça. C'est ça, là, maintenant, c'est ça. Il y a plein d'entreprises. Ouais. Puis, dans le fond, c'est Mathieu et toi encore qui ont parti ça. T'sais, on faisait toute la même place dans l'appartement, en fait. On mettait ça en pot maçon, puis on allait livrer ça avec mes lunchs le midi. Puis, avant ça, on a loué un loft dans le Myland. Là où c'est devenu le hub hipster un peu, où est-ce qu'il y a plein de nouvelles startups, mais nous, quand on était là, il y avait rien dans le building, carrément. Il y avait un studio de porn, puis il y avait de la guenille, comme on dit, là, plein d'Asiatiques qui font beaucoup de textiles. Puis des coquerelles dans notre cuisine, beaucoup. Parce que tous les textiles de tout le monde arrivaient tout le temps dans le building. Fait qu'on donnait des cours de cuisine, puis il fallait qu'on cache les coquerelles parce qu'on savait pas quoi faire avec au début. Jusqu'à temps qu'on redéménage, éventuellement, à un moment donné, on était comme, OK, c'est assez, là. Oh, wow! Puis les gens, au début, comme kombucha, comment qu'est-ce que tu leur disais pour justement leur partager les bienfaits? C'était vraiment inconnu? Ça reste un... Tu sais, dans la vie, je pense que ton entreprise marche tout le temps si toi, tu y crois vraiment. Ouais. Puis si tu réponds à un besoin, puis si tu es d'être passionné de ce que tu fais, ça devient contagieux, en fait. Ouais. J'ai aucune idée de ce que je leur disais. Je disais jamais la même chose, mais je leur partageais ma passion. Ouais. Tu l'avais dans le ventre, oui, tu avais l'étoile carrément, dans les yeux. Littéralement. Ce qui fait que dans ce temps-là, ben, c'est facile de partager quelque chose. Puis c'est facile pour les autres de vouloir un peu de ça, de dire, OK, ben, shit, ça a l'air à marcher, son affaire, ça a l'air bon, puis ça marchait, il faut croire. Hein, du kombucha, maintenant, on est partout au Canada, il y en a partout dans le monde. Du kombucha, c'est assez connu. Ouais. Quand j'ai vendu une partie de mes parts, on faisait 25 000 bouteilles par jour, 7 jours sur 7, à la main encore, imagine. Fait que ça grandit vraiment vite, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas le kombucha, bon, l'audience de Pastel Flow connaît probablement la majorité comme ça, mais il y en a peut-être qui ne connaissent pas ça. Tu peux-tu me partager un petit peu c'est quoi? Oui, ben c'est un thé fermenté. Ça vient des fermentations en général. Fait que c'est un peu le même concept qu'une bière ou ben un yogourt ou ben des choses comme ça. La différence, c'est que c'est avec du thé sucré. Au lieu de fermenter du lait pour le yogourt ou ben de l'orge maltée avec la bière, ben là, c'est du thé avec du sucre qu'on fermente avec des bactéries et des levures. C'est une symbiose de bactéries et de levures qui travaillent ensemble. La bière, c'est surtout des levures. Ouais. Fait qu'on transforme ça, puis le sucre est digéré par les bactéries et les levures. Ça crée un mélange d'acide organique et un petit peu d'alcool. Ça devient pétillant grâce aux levures qui transforment le sucre en bulles et en alcool. Puis ça fait un breuvage vraiment qui goûte bon, en fait. Puis nous, c'était... Puis qui est bon aussi pour ta flore intestinale, littéralement. Puis tu sais, c'est un peu... Quand j'ai parti ça, puis encore aujourd'hui, je le vois vraiment comme ça, c'est une alternative aux boissons gazeuses, en fait. Ouais. Quand on est parti le kombucha, moi, c'est que je voyais un problème. Tu sais, quand je parle d'un projet, c'est parce que je vois un problème. Ouais. Cru d'Essence, c'est que je voyais que les gens ne savaient pas comment faire à manger, ne savaient pas comment se réapproprier la santé puis sa cuisine. Puis je me suis dit, je vais aider les gens à mieux manger. Puis quand j'ai sorti le kombucha, ben, je voyais qu'il y avait un problème énormément de diabète dans la civilisation actuelle, encore aujourd'hui. Beaucoup de problèmes de poids, d'obésité, puis beaucoup de ça, je voyais qu'il y avait beaucoup de sucre, puis beaucoup de boissons gazeuses. Ça fait que j'ai fait 1+1. Puis je me suis dit, ben, on va faire une boisson gazeuse que les gens aiment, mais qui ne fait pas ce problème-là, qui est moins de sucre, qui est bonne pour toi, qui va t'aider à digérer.
Puis mon nouveau projet, Loop, c'est la même chose, tu sais, on peut en parler un peu plus tard peut-être, mais en gros, j'ai vu un nouveau problème, puis je me suis dit, ben, je vais m'attaquer à ce problème de gaspillage alimentaire-là, puis je vais partir là-dedans. Ben moi, j'adore ça parce que moi, je pense qu'on n'a plus besoin là, d'entreprises là, qui créent des nouveaux besoins. Là. On a besoin des entreprises qui répondent à des problèmes. Exactement. Puis justement, c'est le cœur de ce que tu as fait en affaires. Exact. Loop! Bon, là, on jase de ce que je veux qu'on jase. Loop, bon, ça partit initialement d'une personne... Bon, je vais te laisser raconter, en fait. OK, pas trop. Dans le fond, tu as reçu un appel. Ben, je suis content de savoir que tu connais l'histoire. Ben oui, je connais l'histoire. Oui, ben j'ai reçu un appel. J'étais à Cure de Sens et à Rise en même temps. Puis j'étais tanné un peu, j'avais envie de faire autre chose. Puis j'ai reçu un téléphone au même moment de Frédéric qui m'a dit qu'il jetait 16 à 25 tonnes de fruits et légumes par jour. Puis j'y croyais pas, en fait. J'ai dit, tu me niaises. Voyons. 16 à 25 tonnes. De fruits et légumes par jour. Ça ressemble à quoi? Ça, 16 à 25 tonnes, c'est à peu près la salle au complet où est-ce qu'on est. Puis les gens derrière la caméra ne le savent pas, mais c'est à peu près 3 fois la grandeur de ce que vous voyez à la caméra. Avec un 10 pieds de plafond, 11 pieds, rempli de fruits et légumes. Toute la salle ici. Ça, c'est à peu près 16-20 tonnes, à peu près. Ouais. Par jour. Par jour. Ouais. 365 jours par année. Il n'y a pas vraiment de holiday. Puis ces légumes-là pour le sont gaspillage. Oui, exact. Ils sont exactement. juste pas beaux. Oui, exact. Et en fait, moi, j'y croyais pas au début. Fait que là, j'ai visité son entrepôt. C'est un distributeur de fruits et légumes commun. Là. Il y en a plusieurs comme ça dans le monde. Il y en a plusieurs au Canada même, mais eux, c'est un des plus gros dans l'Est, du moins. Puis il m'a montré un mur de fruits et légumes qu'il allait jeter cette journée-là. Puis il a dit, toutes ces palettes-là, j'ai envoyé ça à Domp. Puis on n'envoie pas ça au compost, des fruits et légumes, en passant, parce que... Oui, c'est ça. Pourquoi tu l'envoyais? Ben, parce que des fruits et légumes, quand on importe ça, un peu partout dans le monde, même quand on l'achète de l'agriculteur, ça vient pas nécessairement en bin, ça vient en caisse de carton. Tu sais, des poires, par exemple. Des poires, ça vient dans une caisse en carton ciré. Puis chaque poire est emballée dans un papier. Ouais. Puis chaque étage de poire est séparé par un espèce de truc en plastique pour chaque poire avec le petit moule à poire. Des raisins, ça vient dans une caisse. Puis, tu sais, quand on achète des raisins à l'épicerie, c'est dans un sac en plastique. Céleri, ça vient dans un sac en plastique, dans une caisse. Fait qu'eux, ils vont pas prendre le temps d'enlever les sacs. Il y a une entreprise à gérer. Il va pas dépenser pour des employés pour séparer les matières résiduelles alors qu'il fait déjà une perte sur cette... Il est déjà en train de perdre de l'argent à cause qu'il les jette. Il va pas commencer... Personne ne pourrait avoir les moyens d'engager quelqu'un pour séparer ça, ou du moins une armée de personnes pour séparer ça, puis séparer les matières résiduelles, puis envoyer les choses au compost. S'il dépensait pour ça, ben il serait pas compétitif dans ses prix en général, fait qu'il pourrait plus être sur le marché, c'est la loi du marché. Puis ces entreprises-là, ils payent pour ça, pour amener ces fruits. Ça coûte entre 85 et 110 $ la tonne de fruits et légumes pour envoyer au site d'enfouissement. Ouais. Fait que Courchaine, mon partenaire, il jetait entre 200 et 350 000 $ de dépenses juste pour sortir les vidanges de fruits et légumes encore bons à manger. Puis cette valeur-là de fruits et légumes qu'il avait acheté valait entre 1 et 2 millions par année minimum. T'sais. Fait que c'est beaucoup d'argent. Là. Fait que ces légumes-là, en fait, là, dis-moi, c'est qu'ils passent pas... C'est vraiment juste des normes visuelles? Il y a beaucoup de raisons. Non, c'est les gens... On parle de fruits et légumes moches pour que les gens comprennent rapidement, parce qu'en effet, quand c'est esthétiquement pas beau, quand c'est croche, quand les oranges ont des taches dessus, par exemple, un exemple. Si le conteneur d'oranges traverse l'océan, parce que les oranges, ça vient pas d'ici, hein, ça traverse souvent l'océan, je sais que tu saches. Ben, la peau, s'il y a de l'humidité, s'il pleut beaucoup pendant la saison qu'il a traversé le bateau, il va se avoir de l'humidité dans les containers, puis l'humidité va faire des taches sur les agrumes. Quand ça arrive ici, qu'il y a des taches, il y a beaucoup moins d'acheteurs. Fait que souvent, les gens sont pris avec, parce qu'il y a personne qui veut les acheter avec des taches. Les melons d'eau, s'ils n'ont pas les lignes sur l'extérieur, qui est juste esthétique, ça se vend 5 fois moins sur le marché, puis moins cher. Fait que si un agriculteur que ces melons d'eau sont sortis avec moins de lignes, ben ça se peut qu'ils restent dans l'entrepôt. T'sais. Fait qu'il y a des trucs esthétiques comme ça. Mais ça, c'est à peu près 15% de ce qui est jeté dans un entrepôt. 85% de ce qui est jeté, c'est même pas esthétiquement problématique, c'est juste victime de la spéculation. C'est-à-dire que c'est mûr dans l'entrepôt. Puis quand il y a un sac de raisin commence à être mûr dans l'entrepôt, quand un avocat commence à être proche d'être mûr dans l'entrepôt de distribution, il est vraiment trop tard. Parce qu'il n'y a pas une bannière qui va ramener ça, l'acheter, l'amener dans son centre de redistribution, l'envoyer dans ses épiceries, le mettre sur la tablette, parce qu'il est rendu là, il va être presque trop tard. Puis tu sais, quand il y a IGA ou Métro ou Loblaws ou Walmart ou Costco veulent acheter des fruits et légumes, ils achètent des conteneurs de fruits et légumes qui ont 2 semaines de durée de vie. Mais un distributeur importateur, c'est pas combien qu'il va vendre, lui, dans 3 semaines, 1 mois. Fait qu'il sait pas combien en commander. Fait qu'il en commande toujours un peu plus. Ce qui est tout à fait logique, parce que s'il en commande pas assez, puis il est back order, comme on dit, s'il n'y a pas assez de fruits et légumes par rapport à sa demande,
C'est pas qu'il n'y en aura plus ses tablettes, c'est que son client, il va aller voir quelqu'un d'autre. Puis s'il va voir quelqu'un d'autre, ben lui, il va perdre son client. Oui, mais justement, parce que moi, en t'entendant parler, ce que je me dis, mais l'éducation est à faire au niveau du consommateur. C'est à nous de pas vouloir, d'accepter, en fait, que certains légumes, parfois, il n'y en a plus sur les tablettes, puis c'est correct. C'est beau ce que tu dis, mais ça va pas se passer. Non. Parce que on vit dans un monde où est-ce qu'on veut de tout. Puis on s'attend à une abondance. Puis même si en tant que consommateur, on est vraiment averti, là, même si toi, là, qui es très averti dans tout ça, même moi, je suis averti de ça, je vais à l'épicerie puis j'ai besoin de tomates là, pour mon souper parce que j'ai un événement puis il me faut des tomates. Ouais. Puis il n'y en a pas ou sont pas mûres, je vais être vraiment déçu. Puis je vais aller dans l'autre épicerie d'à côté, tu sais. Puis si je veux mon yogourt qui est au bleuet, qui est mon yogourt préféré, puis il n'y en a pas, puis il y a juste l'huile à la pêche, mais on est comme ça, on est dans une société qu'on s'attend à l'abondance, puis on a tellement créé ça depuis des décennies que cette attente-là est imprint, là, est engrammée en nous. J'étais allé au Galapagos il y a 2 ans, on était sur une île, il n'y avait rien sur l'île, mais il y avait beaucoup de monde qui habitait sur l'île quand même. Puis il y avait l'abondance le vendredi à la tienda, là, à l'épicerie, parce que le bateau arrivait, mais le jeudi, il n'y avait rien dans l'épicerie. Puis le jeudi, il restait du riz puis des oignons, puis tout le monde s'en foutait. Tout le monde était comme, ouais, on va manger du riz et des oignons ce soir. T'sais. Mais on vit pas dans une civilisation qui est comme ça aujourd'hui. T'sais. Non. Fait qu'on s'attend à avoir une abondance sur la table. Oui, mais ça reste quand même le cœur du problème. Oui, mais on peut le régler, ce problème-là. En fait, le problème est plus au niveau des grands industriels de ce monde qui cachent leurs déchets, qui veulent pas en parler, qui le voient comme un pourcentage acceptable de leur industrie dans leur état des résultats. Mais tu sais, ce que Cochon de la Rose a fait, c'était absolument génial. Il y a personne dans l'industrie, dans leurs compétiteurs, qui veulent parler de leurs déchets parce qu'ils vont avoir ils vont être mal vus, tu sais. Cochon, ils m'ont appelé, ils ont dit, hey, on jette ça, tu peux-tu nous aider? Tu sais, puis nous, notre but à Loop, c'est pas d'influencer le consommateur au gaspillage alimentaire. Parce que ça vient de l'industrie beaucoup, le gaspillage alimentaire. 85% du gaspillage alimentaire au Canada vient de l'industrie et non du consommateur qui achète trop de kale puis qui l'oublie dans le frigo puis qui l'a laissé là. Donc, quand tu dis qu'il vient de l'industrie, justement, c'est ce nombre de fruits et légumes-là qui sont ça reste soit au champ, soit au distributeur, soit à l'épicerie, soit chez le transformateur alimentaire, qui est un manufacturier. Fait que nous, notre but à Loop, c'est d'inspirer les entreprises, les grandes entreprises qui passent beaucoup de bouffe à regarder leurs déchets comme de l'or, en fait. Puis comprendre que leurs déchets, ça a vraiment une valeur, puis ça peut ramener de l'argent. Tu sais, nous, à Loop, on paye pour tout ce qu'on nous donne. Puis souvent, les gens veulent nous donner. Tu sais, Sobeys m'a appelé il n'y a pas si longtemps que ça, ils ont dit hey, « j'ai un camion de carottes à te donner, viens le chercher, il est gratuit. » Puis j'ai dit « Marc, il s'appelle Marc, j'ai dit « je vais te le payer, ton camion de carottes. » Puis il dit « mais non, mais viens le chercher, ça va me coûter de l'argent de m'en débarrasser. » Puis j'ai dit « non, mais je vais quand même te donner 15 cents de la livre pour tes carottes parce que ça a une valeur, ce que tu as là. » tu sais. Puis il y a du monde qui sont prêts à l'acheter. Puis nous, c'est notre but, c'est d'éduquer l'industrie comme ça à ce qu'ils comprennent que leurs surplus ont de la valeur. Oui. Parce qu'on vit. Les déchets, c'est de l'art. Je suis d'accord qu'il faut qu'on influence les consommateurs à être moins piqués, puis à prendre les choses qui sont moins belles sur la tablette, etc., etc. Mais ça sera pas assez rapide. Parce que le temps d'influencer les individus, ça prend à peu près 15 ans pour rentrer une nouvelle mentalité chez les individus. C'est vraiment long. Recycler, là, ça fait au moins 15 ans qu'on tape là-dessus. Puis là, ça commence à être pas pire. T'as raison. Taper sur l'industrie, il n'y en a pas tant que ça. Des industriels alimentaires. C'est vraiment plus facile de travailler sur eux parce qu'on peut faire un gros changement vraiment rapidement, en fait. Fait que c'est un peu Puis on vit dans un monde capitaliste. On vit dans un monde où c'est l'économie qui prime, en fait. Puis, fait que si tu crées de la valeur avec les choses, ben, tout d'un coup, il y a un intérêt pour. Oui. Puis j'aime ça quand c'est un peu de même que je vois. Voir les déchets comme de l'art. C'est tellement ça, finalement. Puis justement, fait que là, dans le fond, lui, il t'a présenté ça. Ouais. Il a dit que c'était quoi? C'était 2? C'est vrai, hein, je m'éparpille. Hein? Non, mais on revient. Mais fait que là, tu as vu la quantité de déchets qu'il y avait au niveau des fruits et légumes qui étaient encore tout bons, mais qui n'étaient pas très beaux. Qui étaient mûrs. Surtout, il disait, hey, check, c'est ça. En fait, encore aujourd'hui, là, après 5 ans que je fais ça, ça fait quand même 5, je n'en reviens pas, ça fait 5 ans que je fais ça, puis que je vois les fruits et légumes que je reçois à l'usine, je comprends toujours pas. Encore aujourd'hui, j'appelle Fred souvent, puis je dis, Fred, hey, j'ai envoyé des photos, je dis, comment ça, j'ai reçu ça? Il n'y a pas de problème. Puis il est comme, ah ouais, mais regarde le poivron, tu vois, là, ils ont des petites taches, là, où il y a des petits picots, ça passera pas. Puis je suis comme, oh, shit, OK. Il y a toujours un petit quelque chose. Des fois, il y a une caisse de briser sa palette. Littéralement, là, il y a une caisse qui est brisée sa palette, c'est-à-dire qui est tout croche. La palette
est renvoyé. Parce que des fois, les clients sont piqués, tu sais. Des fois, les clients sont comme, ah non, des fois, ça leur tente pas, puis ils se rendent compte qu'ils n'ont peut-être trop acheté, puis là, ils profitent. Ah, ils disent, ah, il y a une caisse, là, celle-là, tu me renvoies ça. Parce que c'est pas selon les standards. Fait que là, ils sont pris avec une palette de fruits et légumes qui est bien correcte, mais qui là, il va mûrir parce qu'il est revenu. Fait que là, elle a perdu du temps. Fait que là, il essaie de la vendre à quelqu'un, mais ça se ramasse chez nous. Fait que vous prenez ça, vous prenez toutes les surplus. Un jour, on va prendre toutes les surplus. C'est ça, okay. En ce moment, on prend, tu sais, en fait, on prend tout ce qu'on peut, littéralement. Ouais. Puis on est toujours en train de regarder qu'est-ce qui se jette de plus. Puis on est devenu le centre névralgique du gaspillage au Canada, littéralement. Là, même dans le nord-est américain, les gens de New York m'appellent maintenant pour me dire qu'est-ce qu'ils jettent, parce que ça a fait parler beaucoup ce qu'on a commencé à faire. Puis on en passe beaucoup de notre entrepreneur. En ce moment, on passe à peu près 70 tonnes semaine de fruits et légumes, ce qui est quand même beaucoup. Puis ce qu'on reçoit, ben les gens en ont parlé, fait que maintenant les gens m'appellent, mais sauf que les gens m'appellent pour tout maintenant. Les gens m'appellent pour dire, hey, je jette 3 tonnes de croûte à tarte par semaine, hey, je jette 8 tonnes de pâte à pizza par semaine, fait que là, c'est ça, ça a éveillé les consciences. 150%. Mais là, je suis devenu un peu le centre névralgique du gaspillage, fait qu'il faut que je réfléchisse tout le temps, OK, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ces surplus-là. Puis c'est de même qu'on est passé de jus Loop à Loop Mission. Ben, c'est ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'allait pas être une compagnie de jus, on allait devenir une entreprise d'économie circulaire qui réduit le gaspillage partout, en fait. Ça fait que nous, notre projet, c'est de prendre les surplus de peu importe qui, tant qu'il y en a, puis qu'il y a une solution pour les transformer dans un nouveau produit, puis de le remettre sur le marché avec notre brand, notre nom, qui est un gage d'économie circulaire pour le consommateur. Puis voilà. Fait que l'idée, c'est qu'on est dans presque chaque catégorie de l'épicerie. Tu sais. Si tu vas à l'épicerie, tu vas nous voir dans la bière, tu vas nous voir à la SAQ dans le gin, tu vas nous voir dans les fruits et légumes avec les jus, tu vas nous voir dans les kombucha avec les sodas fermentés aux probiotiques qu'on vient de sortir, tu vas nous voir dans le beauty avec nos savons faits avec de l'huile rejetée. Oui, c'est nouveau. On va être dans le congelé avec des biscuits bientôt. Ah, oui. Fait que notre vision, c'est d'être dans toutes les catégories de l'épicerie, comme une alternative dans ces produits-là, mais avec de l'économie circulaire. L'économie circulaire, justement. Pour ceux qui sont plus ou moins, connaissent plus ou moins ça. Ouais. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Oui, ben c'est exactement ce qu'on fait. L'économie circulaire, ça peut être dans n'importe quelle industrie du monde. L'idée, c'est de simplement prendre les surplus d'une industrie qui sont jetés normalement, puis les retransformer, puis les remettre dans la chaîne de valeur, en fait. C'est qu'est-ce que n'importe quel humain faisait sur la Terre avant l'ère industrielle. Mm-hmm. C'est qu'est-ce que n'importe quel autochtone en Amérique faisait avant de rencontrer les Blancs qu'on est venu envahir. C'est quand on chasse un orignal, ben on prend tout. Ouais. On va utiliser les dents pour ça, on va utiliser ses testicules pour ça, on va utiliser ses panaches pour ça. On va tout prendre, puis il va y avoir une utilisation à tout, en fait. T'sais. C'est ça l'économie circulaire. Puis l'ère industrielle nous a amené à une place où on a commencé à transformer. On a fait de l'économie linéaire, où est-ce qu'on extrait des ressources, on les transforme. Lors de la transformation, il y a un rejet, il y a un déchet souvent qui est jeté. On vend. Puis ce produit vendu-là va avoir aussi une fin de vie qui va être jeté, en fait. Fait qu'il y a 2 endroits où est-ce qu'il y a un rejet. Puis c'est... Et tu les transformes encore une fois. Ouais, donc, par exemple, toi, tes jus, il y a toujours de la pulpe. Quand on presse des jus, la pulpe est utilisée pour faire des croquettes pour chiens. Des gâteries pour chiens, de la croûte à pizza, de l'alcool d'orange avec nos pleurs d'orange. Une coupe d'affaires, ouais. Puis si on parle, OK, donc ça c'est pour les jus. Après ça, tu fais ton gin avec des pleurs de patates. On fait le gin avec les retailles de patates de Yum Yum, la compagnie de chips. Oui. Ils font beaucoup de chips. Oui. Mais quand ils font des chips, ben le consommateur veut des belles chips rondes. Ben oui. Fait que toutes les retailles qui contiennent aussi la peau sont enlevées. Puis quand c'est des trop petits morceaux, ben ils feront pas de chips avec ça. Les gens veulent pas des sacs de chips avec des petits morceaux. Fait qu'eux, ils jettent ça, en fait. Puis ça vient dans de l'eau, fait qu'il n'y a pas une longue durée de vie. Puis ça, j'ai appris ça. On m'a appelé, en fait, on m'a dit, on jette ça, pouvez-vous nous aider? Puis j'ai dit, Fait que moi, je me suis reviré de bord, puis j'ai rencontré une distillerie qui était capable de le faire, de transformer la patate en alcool. Puis on a lancé un gin loop fait avec du gingembre et de la lime aussi qu'on sauve, qu'on met dedans. Des hydrolats d'huile essentielle, qui est aussi un rejet de l'industrie de l'huile essentielle, qu'on met dedans. Puis c'est ça qu'on fait. Fait qu'on fait du gin avec des retailles de patates. Puis pour votre bière, c'est à partir de miettes de pain. Oui, exactement. Donc des boulangeries vous ont appelé parce que c'est vrai, il doit tellement avoir de pertes. Le pain, c'est 750 000 miches de pain par jour au Canada sont achetées. Ça, c'est juste au Canada. 750 000 miches de pain à chaque jour. Là, quand ça fait 24 heures sur ton horloge, là, il y a un autre 750 000 miches de pain qui sont achetées. Pourquoi? Ben parce que c'est ça, du pain, si du pain tranché dans un sac à l'épicerie, ce qui est le pain le plus vendu en Amérique du Nord, ben la boulangerie garantit ses ventes à l'épicerie. Fait que l'épicerie dit, remplis mes tablettes, mais s'il reste 3 jours de durée de vie sur ton pain,
tu l'enlèves puis tu le remplaces. Fait que, tu sais, la tablette est toujours pleine, évidemment, hein? Puis on veut pas, tu veux pas acheter... Les épiceries garantissent. Ben, en fait, c'est les fournisseurs qui garantissent les ventes. Ouais. C'est même dans la plupart des industries alimentaires qui sont dans le frais. Même moi, quand j'ai commencé à partir les jus pressés à froid, tous nos compétiteurs dans l'industrie, quand on a lancé, garantissaient leur vente. Ce qui fait que souvent, il y a des rejets, parce que souvent, l'épicier se rend compte que si la tablette est vide, parce que c'est prouvé. Quand ta tablette est vide et elle est pleine et abondante, par contre, tu vends plus. Ouais. T'es mieux de jeter. Ta perte financière de jeter va vraiment être rentable parce que tu vas faire beaucoup plus de ventes parce que ta tablette est abondante. C'est ça qui est fou. Ouais, Puis à Crédescence, pareil. À Crédescence, si je mettais 50 rouleaux de printemps sur la tablette de l'épicerie, j'en vendais 35, j'en jetais 15. Je faisais plus d'argent que si je mettais 10 rouleaux sur l'épicerie. Si je mettais 10 ou 15 rouleaux sur l'épicerie, j'en vendais 10 ou 9. Je les vendais même pas toutes. Tu sais, c'est spécial. Comme toute cette logique-là, on dirait qu'il faut transformer Exactement. dans notre... Ouais, c'est spécial. Ça fait partie du problème. Ça fait partie du problème, carrément. Fait que je sais plus qu'est-ce que je parlais d'avant ça parce que je m'éparpille beaucoup, mais en gros... Tout est intéressant. En gros, c'est pas mal ça l'histoire. Tu sais, fait que quand on est sorti sur le marché, ben nous, on a dit aux épiceries, ben on garantit pas nos ventes. Nous, tu vas être responsable, tu vas en acheter juste assez, puis ce que tu perds, tu le payes. Ils sont pas habitués de ça. Au début, ils voulaient pas. Mais quand on leur a donné notre prix, parce qu'on a un meilleur prix que les autres, étant donné qu'on est en économie circulaire, puis à cause qu'on a une mission, ben là, on a embarqué avec eux. Ils ont dit, OK, on va travailler avec vous autres. Puis maintenant, tous nos compétiteurs ont arrêté de garantir leur vente. Wow. Fait qu'on a influencé l'industrie d'une certaine façon. On a responsabilisé l'épicerie dans cette catégorie-là, de dire, check, ces jus-là sont plus garantis en les ventes. Mais les pains, la raison pourquoi on prend les pains pour la bière, c'est ça. Fait que les grandes boulangeries, les 5 méthodes de ce monde, les Gadois de ce monde, ben, ils reçoivent beaucoup de pain. Ils jettent des truckloads de pain par semaine. Puis souvent, ils veulent pas en parler. Souvent, ils veulent pas dire qu'ils jettent des pains alors qu'ils devraient. Mais c'est tellement mal vu que on aime mieux le cacher. Puis nous, notre plus gros message à Loop, c'est ça, c'est de dire, ouvrez vos jupons, là. Montrez-nous votre stock, là. Parce qu'on peut l'utiliser puis on peut vous l'acheter, en fait. On va vous donner de l'argent pour. Oui, ils vont être gagnants plutôt. 100%. Exactement. C'est le fun, hein? Prendre une gorgée d'eau. Prendre une gorgée d'eau. Mais je trouve ça... Je trouve en fait que c'est... Pour moi, avec la situation de la planète actuelle, on le sait qu'on s'en va dans un mur, là, on va se le dire. Mais je trouve que l'économie circulaire, ça vient tellement répondre à cette... C'est une solution, en fait. Puis j'imagine que quand tu... travail, tu sais, d'avoir cette entreprise-là, là, de sentir que tu fais une différence comme ça doit tellement t'animer, te faire sentir vivant. Moi, je me sens vivant anyway, là. Oui. Mais moi, j'ai de la misère à enjoy maintenant, parce que je suis tout le temps demain, tu sais. Je suis toujours en train de dire, OK, what's next? C'est quoi la prochaine affaire? C'est quoi le next? Fait que c'est vraiment rare que comme là, je trouve ça vraiment cool ici. Oui, parce que je prends le temps, puis I never do this, tu sais. Puis c'est toujours un challenge, tu sais, même quand on m'invite à un podcast comme ici, j'ai toujours le challenge de dire, OK, ben, je vais sacrifier du temps, là. Monter mes comme, ouais, tu fais un podcast, David? Parce que toute mon équipe est dans le jus. Pas, tu sais, oui, c'est un jeu de mots, là, mais c'est pas le jeu de mots que je veux faire, mais là, on est vraiment fucking busy, en fait. Fait que de prendre le temps puis de regarder derrière pour faire genre, oh shit, c'est malade ce qu'on fait, c'est vraiment rare que je le fais. Fait que ça me fait du bien de l'entendre de la bouche de quelqu'un. C'est cool. Ben, c'est que je trouve que de travailler, tu sais, c'est un petit peu, c'est un des messages de Pastel Flow, tu sais, de dire, ben, regarde ce que tu portes comme talent, comme connaissance. Et toi, je trouve que toute ta vie, tu as quasiment préparé à Loop Mission. Ouais, en tout cas, pour ce projet-là. Après ça, il y aura peut-être... C'est clairement c'est drôlement à dire, mais c'est comme mon propre après mes brouillons. Puis je dis pas que mes autres projets, c'est des brouillons, mais c'est comme... J'ai tellement appris des choses, j'ai tant fait d'erreurs avec mes autres entreprises puis mes autres projets, autant en tout, en fait. Dans toutes les sphères de l'entreprise, je les ai toutes faites, les erreurs. Puis je trouve qu'à Loop, j'ai l'apogée de l'équipe. Je travaille avec ma femme. Ben oui. J'ai jamais été capable d'avoir une blonde dans ma vie parce que ça marchait plus après 3-4 mois parce que j'étais tellement dans mes affaires que la fille était comme, coudonc, il est fou, lui, il passe jamais de temps avec moi. Fait que là, tu sais, ma femme travaille avec moi. Fait que là, je tripe, j'ai des partners inégalables qui sont incroyables, qui croient vraiment dans notre mission. J'ai une équipe de feu. Je suis pas le président de l'entreprise. C'est ma femme qui est le président de l'entreprise. C'est elle qui prend les hard decisions. Mm-hmm. Fait que ça fait que... Puis ça, c'est ce que j'ai appris, tu sais. Avant, j'aurais eu l'ego de dire, non, moi, je vais être le président. Oui. Mais là, je suis à une place où j'ai juste envie de pousser ce projet-là avec mes forces, tu sais. Oui, bien c'est ça. Puis de travailler en ressentant que tu fais une différence, puis que tu
que tu contribues vraiment à régler des problèmes, à faire partie de la solution, finalement. Oui, 100%. Jusqu'à maintenant, on a sauvé à peu près plus que 5500 tonnes de fruits et légumes en 5 ans. 5500. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est pas mal. C'est pas mal de pièces comme ici. Wow! Puis dis-moi, sais-tu la quantité de fruits et légumes qui est jetée avant même d'être consommée? Il me semble que la statistique, elle était... C'est 55% des aliments, à peu près. Donc 55%. De tous les aliments vont être jetés avant d'être consommés. 55%. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis 85%, c'est lié à l'industrie alimentaire. Exact. En fait. Exact. Puis là, quand tu vois ça, là, toi, là, t'es les deux pieds dedans, là, ça prend des acteurs comme vous qui allaient chercher les déchets, mais qu'est-ce que tu vois comme solution? Tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, penser au monde de demain, puis de me dire, bon, what's next? What's next? Puis qu'est-ce qu'on peut faire? ben, nous, notre but, c'est d'être partout dans le monde. On est déjà en train de parler avec du monde en Europe, on parle avec du monde en Australie. Le but, c'est de répliquer notre modèle au plus vite, genre au plus sacrant, comme on dit, genre à l'international, en fait. Fait que l'idée, c'est de créer 5 à 6 usines à travers le monde qui vont transformer les surplus localement. Parce que c'est pas vrai que je vais commencer à exporter des jus en Californie quand là-bas, ils ont plus de surplus qu'ici. Tu sais, ce qu'on a réussi à faire à Montréal, c'est vraiment facile à refaire ailleurs parce que c'est à Montréal la place la plus dure à le faire dans le monde, presque, à part peut-être en Arctique, là, parce qu'il y a beaucoup moins de surplus ici qu'il y en a, mettons, en Californie, où est-ce que les agriculteurs sont là. Ils jettent au champ, direct là. Tu sais, ici, on fait rien pousser ou presque, fait qu'on reçoit beaucoup. Fait que ça va être encore plus facile de le répéter ailleurs, ce modèle-là, en fait. Fait que ça, c'est ce qu'on veut faire à court terme, en fait, même pas long terme. Puis, est-ce que... donc là, tu le fais, bon, c'est ça, on a dit avec tu fais des bières, tu fais des jus. C'est quoi, il y a les biscuits bientôt, il y a les savons. On n'arrêtera pas. Où est-ce que où? C'est ça. Dans le fond, à chaque fois que les gens vont avoir nous, en réflexe. fait, on a pris le gage que tout l'argent qu'on met en marketing d'habitude dans une entreprise, qui est un pourcentage à peu près commun pour une business en food, mais nous, on s'est dit, on va prendre cet argent-là, parce qu'on met pas d'argent en marketing. On prend tout l'argent, puis on la met en R&D, en recherche et développement, puis en nouveaux produits, puis en nouveaux packaging, etc. Puis c'est là-dedans qu'on met de l'argent. Puis on a pris le gage, Julie puis moi, que en faisant ça, ben, on allait tellement faire de bonnes actions que le marketing allait venir gratuit. C'est ça qu'on s'est dit. Puis c'est quand même un gros bet, mais jusqu'à maintenant, le bet va vraiment bien. Jusqu'à maintenant, le bet, il marche à 150%. Si j'avais parti d'une compagnie de jus normale, pas de mission, ou une compagnie de bière normale, pas de mission, il aurait fallu que j'ai payé les médias pour parler. Nous, je le sais, des compétiteurs, je le vois quand il y a des articles sur eux dans le journal, c'est toujours le même article, puis c'est toujours écrit sponsorisé. Ils payent pour avoir des articles. Nous, les gens nous appellent, les journalistes nous écrivent pour dire qu'est-ce qui se passe. Oui. J'ai encore un journaliste de la presse canadienne qui nous a écrit avant-hier pour dire qu'est-ce qui se passe cette année chez Loop, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on pourrait parler de vous autres. Fait que oui, parce que les gens ils veulent être des porte-voix de ce message-là. Ben oui, 100%. Eux aussi veulent faire partie de la solution justement pour faire connaître le message de la mission. Ouais, puis quand tu as une mission, c'est plus facile pour tout. C'est plus facile pour la vente, c'est plus facile pour avoir un meeting, c'est plus facile pour tout le reste. Aussi. Pour les employés, avoir de la rétention d'employés, c'est plus facile pour tout en fait. Oui, puis maintenant, je trouve qu'on est de plus en plus conscient qu'on n'achète plus juste un produit. On achète vraiment aussi la mission derrière, la façon que l'entreprise fait les choses, la façon que l'entreprise gère ses employés. Donc, t'as raison, le marketing se fait tout seul dans ce temps-là. Ouais, presque. Il faut quand même faire des images sur Instagram. Là, ici, ça serait parfait. Là. mais bon, pas mal. Ouais. Wow! Il y a une chose que tu as déjà dit qui m'a vraiment accroché. Tu dis que tu prends tes décisions par rapport à tes frissons. Et j'ai adoré ça. All right. Mais je veux que tu m'expliques qu'est-ce que ça veut dire pour toi. Ben, c'est vraiment... tout le monde sait c'est quoi des frissons, là. Je veux dire, avoir du shivering, comme on dit, là. C'est quand tu écoutes une tune qui te fait penser à quelque chose, ou juste une chanson que tu aimes vraiment, que ça te pogne dans les tripes, là, puis tu sais, puis le poil fait ça comme ça, puis là, t'as des frissons. Puis ça, c'est tellement un beau moment. Ouais. Puis souvent, moi, j'ai ça. Souvent, je suis en connexion avec ça. Puis quand j'ai ça, ben je sais que je suis à la bonne place où mes décisions sont bonnes. Puis Loop, ça a été vraiment ça. Loop, j'ai vu ce qui j'étais. J'ai rencontré Fred. J'ai vu qu'il y avait une connexion, qu'on s'aimait, puis qu'il y avait comme, OK, ce gars-là, il y a quelque chose à faire. Puis j'ai eu des frissons. Puis quand j'ai ça, moi, ça m'en pas. Je suis comme, OK, shit, c'est décisif. Fait que c'est un peu de même que je prends mes décisions. Si j'ai un meeting avec quelqu'un, comme là, en ce moment, c'est vraiment gros parce qu'on est en ronde d'investissement. Fait que Loop, on va chercher un gros investissement de beaucoup de millions de dollars. Là. C'est la première fois que c'est gros, comme j'ai le vertige un peu. Ouais.
puis on rencontre des fonds, tu sais, qui veulent investir chez nous, puis ils ont tous quelque chose de bon, puis ils ont tous quelque chose de pas bon, tu sais, mais c'est très rationnel, puis fait que moi, je sit back, puis je regarde le feeling que j'ai, comment je me sens quand j'ai un meeting avec eux. Est-ce que j'ai l'impression qu'ils me supportent, puis qui sont là pour la mission, ou qui sont là juste pour le exit strategy, pour faire de l'argent, tu sais, puis ça, tu peux pas le sentir intellectuellement. Non. Tu peux essayer, mais souvent ton intellect te joue des tours, en fait. Tu sais, puis ça, je te dirais que c'est la chose que je fais tellement différent à Loop qu'avec mes autres entreprises, c'est que avec mon équipe aussi, avec les gens que je prends dans l'équipe, avec les partenaires d'affaires, je veux plus utiliser mon intellect, mais genre presque pas, parce que honnêtement, j'ai tellement fait d'erreurs en suivant mon intelligence, là, pure et dure, logique, tu me diras, cette personne-là a vraiment le bon CV, elle a vraiment des forces que moi, j'ai vraiment pas. Même si mon feeling était comment, je l'aime pas tant que ça, cette personne-là, comme j'ai... Hein, il a une drôle de vibe, mais il est tellement l'air parfait pour l'entreprise qu'il va nous faire de l'argent puis il va nous faire grandir. Tu sais. Puis ça, c'est la plus grosse erreur au monde. Puis je l'ai faite tellement souvent. Genre, je l'ai faite 3, 4, 5, 6, 7 fois parce que c'est ça faire confiance au début. Surtout quand que tu commences, surtout quand tu commences en entrepreneuriat aussi. C'est la première fois, fait que you don't really know, tu sais. Puis on est rodé comme ça. On est rodé de même, faut que ben tu oui. penses avec ta tête, faut que ça soit rationnel, faut que ça soit logique. Mais je suis tellement contente que tu dises ça puis que tu sois un gars aussi. Parce que moi, j'arrête pas de dire que l'intuition, là, le frisson, c'est une sorte d'intuition. Là, moi, j'ai une amie qui elle appelle ça des frissons de vérité. Moi, quand j'ai des frissons, c'est ça qui va me rendre le plus heureux. Ouais, exactement. Puis, mais l'intuition, je trouve qu'elle est tellement minimisée et moi aussi, dans Pastel Fluo, c'est tout le temps ça qui a guidé mes décisions. Ouais. Puis c'est comme un secret bien gardé. Les gens, on commence à en parler de plus en plus, mais que ça soit un gars qui parle de ça, je trouve ça bien parce que c'est... Parce que les gars sont plus rationnels d'habitude. Ils osent moins y aller avec l'intuition. Ils osent moins, ou du moins le dire, mais un gut feeling, là. Mais je pense que le fait que je suis parti pendant aussi longtemps de temps, avec pas une scène, à vivre tout nu sur la plage, à être dans des coins vraiment louches aussi des fois, tu sais, que t'as pas le choix de suivre ton feeling puis de dire, OK, ici, c'est pas safe, faut que je foute le camp. Mais ça, là, veut pas développer ça, tu sais. Tu sais, quand tu vis dans un cadre assez conventionnel, où est-ce que tu fais ton école, ton cégep, ton université, que tu t'es endetté pour l'université, fait que t'as comme pas le choix de te prendre une job pour pouvoir commencer à payer dans... C'est ta sécurité. Ouais, puis là, un coup que t'as fait ça, ben là, t'as déjà peut-être une blonde, un condo, t'as peut-être un char, faut que tu payes, t'as des possessions matérielles, fait que t'es très... C'est rare qu'on apprend ça à l'école aussi. Là. C'est rare qu'à l'école, on te dit hey, apprends ton instinct, là. Suis ton intuition. Tu sais. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on développe, en effet. Parce que c'est une intelligence née. C'est une intelligence. Comme toute autre forme d'intelligence, tout à fait. T'as raison. À l'école, ils devraient mousser ça. Puis, mais tu vois, la pleine conscience commence déjà à arriver à l'école. Ils connectent les enfants avec leurs émotions. Fait que tranquillement, ça commence. Ça commence. Excellent. Est-ce que, on parle d'intuition, est-ce que tu as une spiritualité? Est-ce que tu as une pratique spirituelle qui va t'aider soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle? Moi, je pense que je suis le gars le plus straight de ma gang. Dans le sens que je sens que ma spiritualité, elle m'accueille à toutes les secondes, à tous les moments. Je me sens vraiment vivant, mais j'ai pas de Dieu, j'ai pas de concept. Je suis un peu celui qui remet en question toutes les spiritualités puis tous les dogmes. Puis, tu sais, j'ai été un hippie pendant vraiment longtemps. Tu sais, j'ai été vraiment à faire des homes avant de manger. Je suis allé dans les Rainbow Gathering. Tu sais, je l'ai fait ma trotte comme ça, là. J'ai été nu-pied pendant des mois en pensant qu'il fallait pas mettre de souliers parce que ça te déconnectait de la terre. Tu sais, j'ai fait beaucoup de choses. Puis je pense que c'est la crudescence quand j'étais crudivore. Tu sais, je mangeais cru. J'avais plein de croyances alimentaires aussi. Que je me suis rendu compte. Puis j'ai découvert à travers mes étudiants, en fait, surtout. C'est là que j'ai eu un gros flash. C'est que j'avais énormément de cours de cuisine. J'en donnais 2 à 3 à 4 par semaine. Fait que je passais probablement une centaine de personnes à chaque semaine avec Mathieu Garand dans nos cours. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que il y avait beaucoup d'étudiants qui voyaient l'alimentation, qui me voyaient presque comme un gourou, que j'étais comme, moi, j'avais atteint quelque chose, puis eux, ils étaient là, puis là, ils calculaient en termes de pourcentage de cru qu'ils mangeaient, puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de croyances, puis que le monde était
tellement pogné dans leur tête. Ça l'amène une rigidité. Ah, j'étais pas bien, j'étais en train de créer un monstre. J'étais en train de pas aider ces gens-là. Parce que moi, je leur disais que manger cru, que c'est ça qu'il fallait qu'ils fassent. Puis j'ai complètement changé mon discours à ce moment-là. Puis j'ai dit, moi, je mange de la viande. C'est même pas vrai à ce moment-là. J'étais comme, moi, je mange de la viande des fois. Puis là, je voyais les gens qui étaient perturbés, là. J'allais déstabiliser bien raide, tu sais. Puis je me suis rendu compte que je suis dans un monde de vivre et laisser vivre. Parce que, pour moi, Dieu, c'est la nature. C'est les arbres, c'est le bois, c'est les plantes, c'est mon chien, c'est les yeux de ma femme. Tu sais, je vois le merveilleux puis la magie dans tout, en fait. Puis je crois vraiment à la magie. Je crois beaucoup qu'on peut créer tout ce qu'on veut dans la vie si on y croit puis on le fait. Tu sais. Ouais. Ça, j'y crois. Ben, t'es une preuve vivante de ça aussi. Ben, okay. Puis j'aime ça, tu sais, de savoir vraiment ton parcours depuis que t'es tout petit, que t'es parti du mouton noir, puis finalement d'aller faire Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis que finalement, tu t'es toujours écouté, par exemple. Tes parents, j'imagine qu'ils auraient voulu que tu fasses des études, puis que... Ouais, mais ils sont contents aujourd'hui, tu sais. Ben oui, c'est 100%. Ça. J'aurais une dernière question pour toi. Ben oui, avec plaisir. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent depuis la dernière année, surtout depuis la pandémie. Des gens que, justement, la pandémie a amené un arrêt, puis un retour à l'essentiel, puis à éveiller aussi des questions importantes, des questions philosophiques. Et beaucoup de monde qui sont en questionnement, en fait, de qui je suis, qu'est-ce que je fais, où je m'en vais. C'est pas vrai que je vais passer ma vie à juste travailler et qu'il n'y ait pas de sens. Il y a beaucoup de monde actuellement qui recherche le besoin de faire un impact, mais ils ne voient pas comment, c'est pas clair. Moi, j'aimerais ça que tu me partages, je sais pas, as-tu des conseils, as-tu des, je sais pas, ça peut être des techniques, Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là pour les aider, les outiller? Souvent, quand tu es mêlé, là, tu es dans un spin mental. Tu es dans ta tête. Puis la meilleure chose pour sortir de là, c'est d'aller en forêt. Pour vrai, si tu vas en nature, puis moi j'ai fait de la randonnée beaucoup dans ma vie, je partais des semaines et des semaines et des semaines, fait que je pense que ça a été mon salut pour moi, mais dès que tu es entouré de nature, puis que tu marches en nature, puis mettons que tu pars en trekking, faites un trek de 2 jours en ski de fond peut-être, cet hiver, ou aller marcher une journée en montagne. Là. C'est fou quand tu te libères l'esprit, puis tu n'as pas besoin de rien penser, tu n'as pas besoin de te dire qu'est-ce que je vais faire demain. Je suis qui, où vais-je, où cours-je, qui suis-je. Oublie tout, fais juste enjoy, là. Tu sais, marche, fais du sport, bouge, puis ton purpose, il vient tout le temps. Le purpose, il n'y a pas un mot comme ça pour en français, là. Le mot purpose, ça n'existe pas en français, je ne sais pas pourquoi. C'est ça, ta raison d'être, là, ça apparaît, en fait. Moi, j'y crois vraiment à ça. Les choses apparaissent quand tu n'essaies pas de pousser dessus. Si tu essaies de pousser sur quelque chose, la chose s'en va. Si tu essaies d'approcher d'un animal qui est fragile puis qui est peureux, il va pas s'approcher. Il va être fragile, peureux, puis il va partir. Puis souvent, quand on n'est pas sûr de qui qu'on est, ou quand on se cherche, quand on veut savoir c'est quoi notre vision, ou c'est quoi notre purpose sur la planète, cette chose-là, ça veut dire qu'elle n'est pas forte en nous, elle est encore peureuse, puis elle veut pas nécessairement se montrer. Fait que tu veux pas essayer de la trouver. La pire chose à faire, c'est essayer de la trouver. Donc toi, tu n'as jamais essayé de trouver. Non, faut pas. Puis c'est une des choses de la spiritualité que j'essaie d'insuffler à mon entourage, c'est d'arrêter d'essayer de te trouver. Parce que j'ai beaucoup de monde qui se cherche, tu sais. Souvent dans le monde spirituel, le monde se cherche. Le monde aussi se nettoie, ils veulent sentir qu'ils sentent qu'on est sale à l'intérieur. Fait que là, on fait des cures puis des détox. J'ai des amis, j'ai l'impression qu'ils sont en détox toute leur vie. Je suis comme, arrête de détox, dude, là. Comme, fuck, mange en tout cas, whatever. Fait que, arrête d'essayer. Puis just be, tu sais. Fais quelque chose qui t'intéresse du sport, mais va dehors, puis va en nature. Reste pas en ville, là. Va faire une journée en nature, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire revient tout le temps. J'y crois à 175%, ça. Donc, fais ce qui te met en joie, puis la réponse va apparaître. 100%. Puis arrête surtout de la chercher. C'est comme le monde qui cherche leur blonde ou leur chum, là, puis qui se disent comment j'aimerais tellement ça trouver la bonne personne, je cherche la bonne personne, puis c'est souvent la même personne, puis ils cherchent souvent longtemps, tu sais. Alors que les gens qui cherchent pas, ils trouvent souvent. Fait que c'est d'arrêter de pousser sur le bobo, puis de comme just enjoy, be curious. C'est une réponse pas pire? Ben vraiment, je trouve que le feeling que ça me donne, c'est comme les épaules, ils relâchent. Arrête d'embourber ta tête, c'est ça. Parce que même l'eau, par exemple, t'as pas cherché ça, c'est venu à toi. Ouais, ça s'est complètement imposé. Puis j'avais des frissons.
Oui. Puis c'est sûr que quand que tu laisses du temps puis tu donnes de l'espace à des choses à venir, ben ça vient. Tu sais, quand t'as pas d'espace, ben. Fait que pour ces personnes-là, la première chose à faire, c'est peut-être faire le ménage de la maison. Tu sais, il faut qu'il y ait de la place, il faut que ça soit libère, puis les choses vont venir. Oui, fais de l'espace sur ce qui te rend peut-être moins heureux pour accueillir, pour que justement qu'il y ait de l'espace pour qu'il y ait une belle chose qui émerge. Oh, ben David, merci. Ça fait plaisir, c'était le fun. Merci tellement pour cette belle conversation. Cool. Là, tu t'en retournes dans le bois, justement, dans la nature. C'est clair. Ah, te ressourcer. Ouais. Je te souhaite un beau nouveau chapitre. Merci. Avec la naissance de ton petit gars, ta petite fille. On le sait pas. Ça va être une surprise. Ça va être une surprise quand ça va sortir. Ah, ben ouais, un beau nouveau chapitre en cooling avec ta blonde. Ouais. Merci à toi. Vraiment. Vraiment. À bientôt. Merci à l'équipe en arrière. Oui. Yeah.